Ah, dans le studio, je suis avec Joël Gillot, casquette. C'est ce que je viens de te dire, Joël, d'ailleurs, parce que tu es auditrice consultante en qualité RSE dans le tourisme. Tu es aussi intervenante en école de tourisme. Et puis, tu as surtout une très belle expérience dans le tourisme, plus de 30 ans, j'ai calculé à peu près, en tout cas, chez TUI notamment, et Nouvelle Frontière. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast, Joël. Bienvenue. Bonjour Lévine, merci de ton accueil. Eh bien, on va commencer par une première question. Quand j'ai regardé ton parcours, notamment sur tout ce que tu as pu avoir comme expérience auprès d'acteurs du tourisme, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté dans un poste lié à la démarche qualité et à la RSE? Ça s'est arrivé un peu plus tard, en fait, quand j'ai commencé, entre guillemets, il y a très longtemps. Après, avec mon BTS, je suis rentrée vraiment dans le tourisme, entre guillemets, traditionnel. C'est-à-dire que j'ai commencé en agence de voyage et puis ensuite j'ai intégré assez vite Nouvelle Frontière à l'époque et puis qui est devenu TUI. Donc, j'ai occupé des postes différents. J'ai travaillé, alors j'ai commencé, j'étais un cadre maison en fait, hein, donc j'ai commencé vraiment à la base aux opérations. Et ensuite, j'ai été responsable de production sur des séjours linguistiques. En fait, on organisait des voyages où des jeunes et des adultes partaient apprendre une langue à l'étranger, dans le monde entier. Ensuite, je suis devenue responsable contrôle qualité pour la marque TUI et Nouvelles Frontières. C'était la consolidation à l'époque. Et puis ensuite, je suis devenue chef de projet et j'ai fini sur les partenariats, c'est-à-dire responsable des partenariats pour TUI, c'est-à-dire ce qui est vendu dans les agences TUI, mais qui n'est pas de la production maison. Et en fait, au cours de ce parcours, j'ai commencé à être interpellée par tout ce qui est développement durable. Alors, on n'appelait pas RSE à l'époque, hein, dans les années, à partir de 2010-2012. Et j'avais même pensé un peu changer de parcours ou intégrer cette notion déjà chez TUI. Donc, j'ai préparé une étude là-dessus. J'ai fait toute une étude. J'avais déjà récolté beaucoup de choses. J'avais même pensé faire un fonds gestif et cette démarche n'a pas abouti, mais c'est resté ancré en moi. Et comme c'est quelque chose en plus qui a complètement évolué, surtout ces dernières années, j'ai repris, je repris ce que j'aimais en fait, hein, cette attirance pour tout ce qui est développement durable et RSE. Je l'ai redéveloppé il n'y a pas très longtemps. C'était dans les années 2020, puisque, bon, ben, on va dire comme tout le monde, un petit peu après le Covid, j'ai fait une formation de responsable développement durable et RSE à la FNOR, hein, parce que je trouvais qu'on en parlait beaucoup, mais qu'on ne savait pas trop comment faire, en fait. Moi, c'était la méthodologie qui m'intéressait. Et comme j'avais déjà cette appétence pour ce secteur-là, pour ce domaine-là, j'ai vraiment commencé à réorganiser ma vie autour de ça, en fait. Voilà comment je suis arrivée à tout ce qui est RSE, développement durable, tourisme responsable. Waouh, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce détail, Joël. C'est vrai que c'est un sacré parcours et alors, il me vient une question que j'avais pas notée en préparant l'interview, mais cette question, c'est qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu as voulu, à travers tout ton parcours professionnel, évoluer constamment et de façon assez régulière dans différents postes? C'est un peu la force des choses. Bon, c'est vrai que quand on est dans un grand groupe, moi, le fait de rentrer dans un grand groupe, c'était aussi, alors là, comme j'avais fait quand même quelques postes avant à l'extérieur de cette grande entreprise, je m'étais dit, je vais poser un peu mes valises là. Donc voilà. Et je trouve que déjà dans un grand groupe, on a beaucoup plus de possibilités, on a pas mal de possibilités d'évolution sur des postes complètement différents. Alors, il y a eu mon évolution personnelle, c'est-à-dire que j'ai voulu changer de poste, changer un peu de voie en me disant, ben, je connais bien la production, ben, pourquoi je ne ferais pas du projet ou autre chose. Et j'ai été un petit peu forcée parce que j'étais dans une entreprise qui a eu énormément de plans sociaux, qui a dû vraiment beaucoup s'adapter. Et au cours de ces plans sociaux, moi, j'ai été touchée assez souvent.
Et ça m'a donné l'occasion de me réadapter à autre chose et de prendre des postes complètement différents. Mais moi, j'étais très attachée, je le suis toujours, à la formation. C'est-à-dire que je ne prenais jamais un poste sans avant me former dans le cadre de la formation continue. Pour devenir responsable qualité, j'ai fait une formation de responsable qualité. Pour devenir chef de projet, j'ai fait de la formation gestion de projet. À chaque fois, la formation a été très importante pour moi. Et parce que déjà, il faut être légitime dans son poste, il faut connaître déjà un peu son sujet, parce que parfois vous passez d'un poste complètement différent à un autre, donc les gens se disent elle va pas savoir faire. Et puis en plus, étant une femme, c'est encore plus difficile, hein, puisque je suis aussi administrative des femmes du tourisme, donc on aide aussi les femmes dans ce domaine-là, et on a un petit peu aussi ce côté comment promouvoir la place des femmes dans le tourisme. Donc, du coup, On en parle un peu plus Ouais, tard, voilà, donc justement. je raccroche à ça, mais c'est vrai aussi que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Donc, je Mm. trouve, dans moi, à chaque fois que j'ai pris des postes, je me sentais bien, puisque j'avais déjà cette formation, j'avais l'expérience aussi. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai passé des caps, mais ça m'a beaucoup apporté à chaque fois. Et ça m'a permis aussi de rebondir sur d'autres postes. Parce que quand on reste 20 ou 30 ans dans le même poste, alors on peut s'y plaire, ça peut convenir parfois aussi pour des questions personnelles, hein. Mais moi, c'était vraiment j'avais envie de progresser et puis d'apprendre autre chose aussi. Moi, je suis vraiment beaucoup dans l'apprentissage aussi. Ouais, j'allais rebondir sur ça parce qu'effectivement, je pense que quand on aime apprendre, bah, c'est difficile de rester trop longtemps. Alors, apprendre entre guillemets, parce que trop longtemps, ça peut être variable selon les gens, dans un même métier, voire dans une même entreprise. Donc, je comprends complètement ton envie ton envie d'évoluer pour pouvoir apprendre, c'est chouette. Et je rejoins également ce que tu dis sur la formation, c'est hyper important, je trouve, quand on intègre un nouveau secteur d'activité ou quand on veut exercer un nouveau métier, de se former parce que c'est. Alors, moi, j'ai fait le saut dans le secteur du tourisme maintenant il y a quelques années, mais en fait, j'y connaissais rien au départ et c'est franchement pas facile quand on arrive dans un nouveau secteur. Alors, je parle du tourisme parce que c'est le sujet du podcast, mais si demain, une personne qui nous écouterait voudrait se lancer dans la cosmétique, dans la gastronomie ou peu importe, en fait, tous les secteurs ont leur code, ont leur réglementation, leurs particularités et c'est hyper important de se former. Donc, merci de le rappeler, en tout cas, Joël, ici. Aujourd'hui, tu es auditrice, consultante. Ça consiste en quoi exactement ton métier? En fait, quand j'étais salariée de TUI, j'avais développé déjà une activité d'auto-entrepreneur, hein, vraiment de façon indépendante, on va dire, hein. Et donc, comme je organisais à une époque des séjours linguistiques, j'étais déjà adhérente d'une association qui s'appelle l'UNOCEL, hein, l'Union nationale des organismes de séjour linguistique et de voyage pour les jeunes. Et du coup, quand cette activité s'est arrêtée chez TUI, je suis devenue responsable qualité chez TUI et l'UNOCEL m'a demandé de créer des grilles d'audit pour leur voyage, en fait. Donc, j'ai créé mon entreprise, mon auto-entreprise et j'ai pu comme ça continuer à apporter ma petite pierre à l'édifice de l'UNOCEL. Et depuis, en fait, 2009, je suis auditrice référente pour ce label. Donc, en fait, ça consiste à déjà auditer les organismes qui sont dans ce domaine-là, donc voyage scolaire, séjour linguistique, colonie vacances, qui veulent adhérer au label. Donc, ce sont des critères qui concernent toute la législation, la réglementation, les conditions générales de vente, et puis le label UNOCEL, qui a des critères très stricts. Et une fois que l'organisme a intégré l'association, ils ont des audits réguliers, tous les 2 ans, une fois au siège de l'entreprise et une fois sur place. Et là, mon rôle, c'est d'aller soit sur place, soit au siège de l'entreprise pour vérifier que tous les critères soient bien respectés. C'est aussi une phase, ce sont des phases aussi d'accompagnement, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas que du contrôle, c'est accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse un peu aussi évoluer, pour bien respecter tout le label. C'est une aide aussi.
Et en fait, bon, ben, je ne pouvais pas faire ça toute seule, puisqu'il y a quand même une soixantaine d'organismes. Donc, je suis aussi référente pour deux autres auditeurs qui travaillent aussi sur ce label. Donc, je les encadre. Donc, alors, je vais l'été surtout, hein, sur place. Là, cet été, j'étais à Cambridge et puis à d'autres lieux aussi en France où je passe une demi-journée sur la colo ou sur le séjour linguistique. Et puis, je vois tous les critères. Je rencontre les responsables, les animateurs, les jeunes. Puis, je vois si tous les critères sont bien respectés. Je fais un rapport. Et ensuite, l'organisme a euh, un mois pour se mettre en conformité et pour apporter ses réponses à ce qui n'a pas été bien dans les normes, en fait. Voilà. Donc, alors, c'est un secteur du tourisme qui n'est pas très connu. Donc, c'est vrai qu'il y a des débouchés hein, dans ce secteur-là, parce qu'au siège, bah, c'est un travail soit de tour opérateur, soit d'agence de voyage, hein, parce que c'est de la conception de voyage, mais à destination des jeunes, avec des spécificités. Parce que pour un organisme, par exemple, de séjour linguistique, ben, il faut trouver un hôtel, il faut trouver du transport, mais il faut trouver aussi un endroit où ils peuvent prendre des cours. Donc, c'est un secteur qui est qui a beaucoup de possibilités aussi, mais qui n'est pas très connu. Et ça permet aussi, ben, je mets un peu l'éclairage là-dessus aussi, parce que le secteur, le tourisme, c'est très vaste. Et il y a plein de métiers qui sont un petit peu moins connus que des tours opérateurs aux agences de voyage traditionnels. Merci de le faire. C'est vrai que dans le podcast, j'aime aussi mettre en lumière des métiers qui sont pas forcément connus. Et puis, comme tu le dis, il y a des typologies de voyage, des secteurs un peu spécifiques, voire de niche, qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est toujours super intéressant d'en découvrir. Alors, merci pour ça, Joël. Je voulais rebondir sur le label parce que de ce que je comprends, ce label, c'est les Théo, les agences de voyage qui font le choix de rejoindre ce label. Donc, c'est pas imposé par le Non, secteur. pas du tout. Je trouve ça super intéressant parce que c'est pas le cas partout. C'est bien différent, je trouve, de faire le choix d'intégrer un label et donc de se soumettre à des audits et puis à une volonté, je trouve aussi, d'amélioration continue versus, en fait, on nous l'impose. Alors, je connais bien ce principe parce que j'ai un organisme de formation et, pour lequel j'ai une certification Calliope. Et donc, audit à l'entrée, audit de surveillance, pareil, hein, tous les ans ou un an et demi. Et pour le coup, dans la formation, c'est imposé si on veut garder la certification. Après, je pense que tu l'as souligné tout à l'heure, le fait que l'audit, ça soit aussi un moment où tu accompagnes les agences, enfin, en tout cas les entreprises, c'est super intéressant parce que je pense que faut pas voir, en tout cas, mon approche est de pas voir forcément ces moments d'audit comme oh là là, il y a quelqu'un qui va venir contrôler et puis si je fais mal, non, c'est vraiment d'être dans cette approche qualité qui est importante à avoir en tête. Donc je trouve ça super chouette que dans le tourisme ça existe aussi et en plus de façon choisie. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres labels qui existent comme ça, où c'est un choix, où il y a de l'audit? Parce qu'il existe des labels où finalement tu payes une cotisation, mais il n'y a pas forcément d'audit. Ben, il y en a par exemple, moi, puisque je suis maintenant, j'ai une nouvelle casquette, tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Mm. Là aussi, ce sont c'est un label qui n'est pas imposé, puisque c'est le label de responsabilité RSE, le label LRSE, bon, qui est un label qui est AFNOR, mais il y a bien d'autres, entre guillemets, organismes qui labellisent cette démarche RSE. Puisque de toute façon, la norme ISO 26000 n'est pas certifiante en fait, ou certifiable. Donc, c'est un label volontaire, hein. Donc, c'est pareil, hein, moi, je pense que les organismes, s'ils font ça, c'est qu'ils ont besoin aussi un peu de se rassurer et de se dire, je fais bien les choses comme elles doivent être faites. Bon, il ne faut pas se cacher, hein, c'est aussi un petit peu pour se démarquer de ses concurrents. Et puis aussi, ils ont l'impression aussi qu'ils vont apprendre aussi des choses et qui vont rentrer, qui vont apporter de nouveaux critères qui vont les faire progresser.
Donc, je pense que c'est un peu ça, la démarche, en fait. C'est vrai que c'est pas, on répond pas à une réglementation. On a une démarche volontaire, hein, et d'autant plus volontaire que ça touche toute l'entreprise, hein. C'est-à-dire que quand on fait une labellisation, que ce soit un label Unocell, que ce soit un label RSE ou autre, ça va toucher toute l'entreprise. C'est-à-dire que c'est tous les collaborateurs qui sont concernés, tous les services qui sont concernés. Donc, ce qui fait, ça fait un peu cogiter tout le monde sur ce que fait l'entreprise, sur son ADN, qu'on a peut-être un peu perdu en route entre les débuts et puis le jour J. Donc, je pense que c'est plutôt la démarche, elle est encore plus gratifiante en fait. Et c'est vrai que c'est la différence entre un label, une adhésion à un label de façon volontaire ou réglementaire ou imposée. Et c'est vrai que moi, je connais aussi assez bien Kialopi parce que dans nos grilles de label Unocell pour les séjours linguistiques, nous avons quelques critères que nous avons appris de Kialopi. Donc là, bah, c'est pareil, hein, là, c'est pas, c'est un petit extrait, mais ils répondent à ça. C'est de façon là, pour le coup, volontaire, mais c'est vrai qu'il s'est imposé par l'organisme dans le cadre de la formation continue, bien évidemment. Top. Je me demandais, est-ce que le fait d'être auditrice, consultante, donc en qualité, en RSE, est-ce qu'il y a une volonté de ta part de un peu changer les choses, de changer le secteur, de faire évoluer peut-être les mentalités sur aussi l'aspect durable ou pas forcément? Et toi, c'était euh, complètement une posture un peu différente. Oui, enfin, je pense oui, que c'est une posture un petit peu différente. Moi, je ne suis pas trop dans le côté un peu jusqu'au boutiste. Faut vraiment faut changer les choses de façon radicale, etc. Ça, c'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est de sensibiliser, c'est-à-dire en sensibilisant, c'est faire connaître aussi. Parce que j'ai remarqué que dans tout ce qui est développement durable, tourisme responsable et puis RSE, c'est un petit peu, entre guillemets, beaucoup de blabla. Il y a beaucoup, donc les organismes, les dirigeants, même les étudiants sont perdus en fait. On ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Alors moi, je suis plus dans la transmission, aussi bien d'un parcours professionnel que pour les étudiants, j'essaie aussi de leur apprendre des choses. C'est un peu plus l'aspect concret des choses. Et je me dis que si les gens sont sensibilisés, s'ils sont formés, s'ils connaissent le sujet, forcément, ils vont intégrer ces critères dans leur façon de travailler, dans leur façon de faire. Et ce qui fait que ça va faire bouger les choses. J'ai un peu cette approche-là. Je crois à cette approche-là. Je pense qu'on peut mettre en œuvre ce qu'on connaît bien. Et quel est le périmètre, ça va impacter quel domaine, etc. Donc c'est plus, c'est plus dans j'ai un peu cet aspect transmission, encore le côté un peu formation, sensibilisation. Et je me dis qu'à un moment donné, ça va faire bouger les choses. Mais je ne suis pas, je n'impose pas. Je ne dis pas, ah ben si, hein, il faut être labellisé RSE, hein, ah si, si, il faut un label qualité, hein, parce que voilà. Non, non, il faut. En plus, c'est un travail de longue haleine. C'est un cheminement. Donc, c'est compliqué d'y voir clair dans tout ce qui existe. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment d'éclairer les gens, de les sensibiliser, de les former. Et puis après, bah, c'est eux qui décident, en fait. Et puis, comme c'est eux qui décident, bah, ils sont beaucoup plus impliqués et ont envie de faire bouger les choses. Ouais, complètement. Cette approche pédagogique, elle est hyper importante pour pouvoir faire des changements durables, je trouve, parce que, ouais, comme tu le dis, si c'est imposé, bon, bah, finalement, on a moins cette envie de bien faire et de changement. Alors, tu as parlé d'étudiants, justement, ça fait partie du deuxième point que je voulais aborder avec toi. Tu interviens auprès d'étudiants au sein de l'école Escaët. Euh, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer en quoi consistent tes interventions? C'est sur la démarche RSE aussi.
Est-ce que c'est que des étudiants, je veux dire, de moins de 20 ans, enfin 25 ans, ou est-ce qu'il y a aussi des formations pour des professionnels déjà avec de l'expérience? Alors, il y a deux volets, en fait. Moi, je travaille pour... alors, je fais des missions, entre guillemets, pour l'ESCAET. Et on m'a demandé d'intervenir par rapport à mon parcours sur tout ce qui est labellisation et certification. Donc, je rapprends ce monde de la labellisation de la certification. Et ensuite, en cas concret, en cas pratique, je vais leur demander d'appliquer plutôt sur la démarche RSE, puisque c'est une labellisation. Donc là, c'est un petit peu, je me sers de mon expérience de RSE pour illustrer le côté labellisation et certification. Alors, ce sont des étudiants qui sont à MBA, donc souvent qui sont déjà en alternance dans les entreprises. Donc, ce ne sont pas des professionnels, mais ils ont quand même un pied dans l'entreprise. Donc, ils savent un peu de quoi il en retourne dans le secteur. En plus, ils sont dans des secteurs complètement différents, donc c'est tout à fait intéressant. Donc ça leur parle, ce dont je leur parle, enfin, leur parle, c'est le cas de le dire. Et puis d'un autre côté, alors là, c'est pas, c'est aussi des formations, c'est des interventions, plutôt au niveau des professionnels. D'ailleurs, là, je viens d'être recrutée, entre guillemets, par Travel Formation et UMI Formation pour faire un module, là, pour tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, je vais m'adresser à des professionnels. Donc là, la démarche va être un petit peu différente parce qu'on va partir de plus de cas concrets, on va partir du terrain, ça va être beaucoup plus simple. Et puis aussi, ça va être du décryptage, hein, tous les labels qui existent, voilà, parce qu'il y a beaucoup de labels qui existent dans tout ce qui est tourisme responsable, mais en fait, ce n'est qu'une partie de la RSE. La RSE, il y a trois piliers, hein, environnemental, économique et social. Donc, et souvent, on est très attaché à l'environnement, mais ça ne fait pas l'ensemble de la RSE. Donc, au niveau des professionnels, je suis intervenue auprès des jeunes entreprises parce que je suis aussi tutrice à la FST. La FST, c'est l'Association des seniors du tourisme, où on intervient aussi dans des écoles de tourisme bénévolement. Alors là, c'est des BTS. Donc, c'est beaucoup plus light parce que, ils sont pas encore dans la vie professionnelle, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans le tourisme en plus. Donc, c'est beaucoup plus light. Donc, j'interviens pour les BTS. Et puis, pour l'association des seniors du tourisme, je suis intervenue pour la PST. Là, c'est les nouvelles entreprises. C'est-à-dire, nous accompagnons aussi de jeunes entreprises du tourisme pendant 4 ans. On les aide un petit peu à construire leur modèle économique. On les aide dans tout ce qui est marketing, etc. Enfin, on les accompagne, hein. Et puis, une fois par an, elles sont réunies, même parfois plusieurs fois par an, elles sont réunies. Et moi, j'ai eu la chance d'intervenir auprès d'elles sur tout ce qui est la responsabilité sociale des entreprises. Donc là, c'est plus des professionnels. Donc l'approche, elle est encore un peu différente parce que souvent, ils sont assez demandeurs, hein. Ils connaissent pas, c'est pareil, hein. Ils entendent beaucoup de choses, mais ils connaissent pas vraiment. Donc, ils sont très, très demandeurs. Et c'est pareil, hein, c'est un éclairage, un décryptage. Et quand ils ressortent, ils sont un petit peu plus avertis. Et puis ça leur donne envie aussi bah, de rentrer soit pas forcément rentrer dans la démarche, hein, on n'est pas obligé de rentrer dans une démarche lourde, l'habitation. On peut aussi commencer step by step par faire des petites chartes internes, des choses comme ça. Donc voilà, donc j'interviens sur les trois niveaux, hein, donc les étudiants, alors plutôt MBA, les BTS, et puis les professionnels en formation et en intervention conférence, on va dire. Ok, Voilà. intéressant. Euh, Justement, pour les étudiants, on va dire, ou plutôt jeune génération, est-ce que tu as remarqué euh, finalement une certaine sensibilité à la démarche RSE, donc globale, du coup, sur l'aspect environnemental, social, économique, ou pas vraiment? J'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression, hein, c'est complètement subjectif, que c'est encore un peu timide. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore. Alors, je pense que individuellement, peut-être, ils vont peut-être choisir une entreprise qui est peut-être plus dans cette démarche-là. Ça, c'est possible. Euh,
et encore, mais bon, peut-être à ce niveau-là, au niveau individuel. Euh, Par contre, j'ai pas l'impression que quand ils vont être dans l'entreprise, qu'ils vont être très sensibles à ce qui se fait à ce niveau-là. Euh, c'est peut-être aussi une urgence, il faut trouver un travail, on est content d'avoir trouvé un travail, on est content d'avoir un poste, une activité. Elle est dans le tourisme, c'est encore mieux, parce que c'est quand même pas donné toujours facile hein, de trouver un emploi dans le secteur hein, qui convienne et tout. Donc après, je pense que c'est plus l'entreprise qui doit bouger que les étudiants. J'ai la perception, pour moi, elle est encore un peu floue. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il soit très au fait à ce niveau-là. J'ai pas, non, franchement, non, j'ai pas l'impression. Alors, ça va bouger grâce à nous, hein, puisque c'est vrai que le fait d'intervenir, ben, ça permet aussi de les faire réfléchir. Ouais. Je pense que oui, oui, de plus en plus, hein, il y a des interventions. L'IFTM, il y avait énormément d'événements autour du tourisme responsable, l'inclusion, etc. Ça, c'est très, très bien. Mais après, c'est un travail, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un travail de fond, de longue haleine. Moi, je suis très contente d'intervenir dans les écoles, que les écoles aussi créent ces modules-là, parce qu'il y en a très, très peu. Moi, je suis contactée par des écoles, et encore ce matin. Mais ce n'était pas du tout sur ces modules-là, c'était les modules relations clients, qualité, marketing. Et quand je leur dis, oui, mais moi, ma spécialité, c'est plus responsabilité sociétale des entreprises, etc. Développement durable, ah non, on n'a pas le module. Ou alors, oui, on a créé le module, mais on n'a pas eu suffisamment d'inscrits cette année. Voilà. Je pense que enfin, il faut le faire connaître. Il faut le faire connaître, et puis c'est le bouche à oreille. Hein, parce que moi, le fait d'avoir fait pas mal d'interventions, de conférences, ça a bien plu. Vraiment, j'ai eu vraiment de très, très bons retours. Et c'est vrai que, ben, en disant, bah oui, tiens, il y a un intérêt pour la chose, mais je pense qu'il y a encore du travail. Ouais, c'est ça, c'est que, aux prémices de ça, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a une sorte d'incompréhension, un manque de connaissances sur ce qu'est la démarche RSE, tout comme le tourisme durable. Finalement, les trois piliers sont les mêmes chez l'un et l'autre. Et ça nécessite une approche pédagogique, d'éduquer un petit peu tous les publics, les étudiants et les actifs, sur ça pour qu'ils puissent avoir un intérêt. Je disais aussi ce matin, et d'ailleurs j'ai rebondi sur le post d'une personne sur LinkedIn, Anne Calvin, qui développe un logiciel pour la création de voyages sur mesure. Et justement, il expliquait que c'est pas forcément toujours facile d'un côté de trouver des offres liées au tourisme durable, des offres un peu plus durables, et puis aussi pour les professionnels de savoir comment les créer. Mais je trouve intéressant parce que le questionnement est là, l'envie de changer est là, mais je pense que ça se fait et du côté des consommateurs, des voyageurs, et puis du côté aussi des opérateurs. Est-ce que toi, du coup, comme tu es en contact avec beaucoup d'opérateurs de tourisme à travers l'association Les Femmes du Tourisme et puis tes clients, etc., est-ce que tu vois qu'il y a une envie de changer ou justement tu penses que ça va se faire step by step de façon très légère pour l'instant? Non, je pense qu'il y a un intérêt et il y a une envie de changer. Ça, c'est sûr. Après, la demande des clients, elle n'est pas si énorme que ça non plus. Il n'y a pas une pression, il n'y a pas une pression des clients. Faut pas, voilà. Quand il y a des voyagistes qui vont faire vraiment une démarche très connotée, développement, tourisme responsable, développement durable, souvent c'est des niches. Donc, du coup, je pense que les professionnels vont s'y mettre, c'est sûr. Ils vont mettre en avant aussi cette démarche parce qu'ils vont dire, voilà, ben, on a choisi tel hébergement parce qu'il est labellisé de tel développement durable ou tourisme responsable. On a choisi le train et on n'a pas choisi l'avion, etc. Ils vont aussi, alors ça va être des programmes. À mon avis, ce qui se passe, c'est que ce sont des programmes spécifiques qui sont plus axés sur tout ce qui est tourisme responsable, développement durable, etc.
Donc, je pense que ça va rentrer un petit peu comme ça, en fait. Ça va être des tests. Il va y avoir des tests. Et puis, si on voit que ça prend, si on voit qu'il y a la clientèle, bah, ça va se développer. Mais ce que ne savent pas souvent et ce que j'apprends aux professionnels, c'est que ils font souvent de la RSE sans savoir. Parce que comme la RSE, c'est social, économique et puis environnemental, si vous travaillez avec des hôtels qui sont labellisés, bah vous en faites déjà. Si vous avez socialement dans votre entreprise, ça se passe très bien, les gens sont bien rémunérés, il y a une égalité entre les hommes et les femmes au niveau de la rémunération, il y a une mutuelle, enfin il y a beaucoup de choses. Eh ben déjà, ça, on coche des cases, hein. Donc, et puis économiquement, ben, si l'entreprise elle est fiable, elle fait des bénéfices, etc., peut-être qu'elle les réinjecte sur du mécénat, des choses comme ça, ben, on fait aussi de la RSE. Donc moi, ce que j'apprends aussi à beaucoup, c'est qu'ils font déjà de la RSE sans le savoir. Et en revanche, ils ne le mettent pas en avant parce qu'ils se disent c'est normal. Donc, Oui. je pense qu'il y a un travail déjà à faire sur l'existant et de communiquer, mais pas de façon greenwashing, hein, vraiment de communiquer sur des choses qui sont tangibles, sur la démarche qui est déjà faite. Et là, ça va permettre de s'appuyer sur cette démarche-là et puis de continuer. Et c'est ça que j'apprends aussi aux professionnels. On ne part pas d'une page blanche. Regardez déjà ce que vous faites, analysez ce que vous faites, et puis ensuite, on va agréger d'autres actions qui vont faire que vous allez appuyer cette démarche et la renforcer. Voilà, c'est vraiment la base en fait, hein. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas la révolution. Oui. Elle est en On marche, on mais part elle existe déjà un peu. on part de l'existant. C'est sûr, c'est toujours Oui, plus simple. Et puis, c'est pas possible de venir changer toutes les offres sur un système qui fonctionne. Tant plus qu'effectivement, comme tu le soulignes, les voyageurs sont pas forcément toujours tous demandeurs. Donc, ouais, mais des fois, j'ai un peu l'impression que c'est aussi peut-être le chat qui se mord la queue. C'est un petit peu comme tout ce qui est bio, ou quand on veut faire changer les choses, ben, finalement, euh, est-ce que c'est aux acteurs du tourisme de faire évoluer les choses? Est-ce que c'est aux voyageurs? Est-ce que c'est finalement un couple à créer? Mais en tout cas, c'est chouette. On voit de plus en plus de démarches. Comme tu nous le dis, il y a aussi de l'implication dans les entreprises, soit des choses qu'elles faisaient déjà, ou en tout cas ce que tu vas peut-être aussi de ton côté amener à leur faire prendre conscience. Donc c'est top. En tout cas, on est sur la bonne voie. oui, ben, je voulais juste rajouter, justement, puisque tu parlais de l'Association des femmes du tourisme, donc il y a une centaine d'adhérentes, hein. Ce sont des dirigeantes ou des femmes qui ont eu des postes à responsabilité dans le tourisme. Et nous, on a commencé déjà il y a à peu près un an moi, j'ai fait des conférences et puis ça a bien pris auprès des adhérentes. Et là, on démarre justement une démarche RSE au sein des femmes du tourisme. Donc déjà au niveau de l'association, hein, on va déjà faire un état des lieux de ce qu'on fait déjà, sachant que c'est une association de femmes, donc déjà dans l'ADN, il y a déjà beaucoup de RSE. Et puis on va aussi là créer, enfin on vient de créer, on va le lancer, un questionnaire qu'on va envoyer à chaque adhérente pour leur demander où elles en sont de leur démarche RSE dans leur entreprise, si elles ont besoin d'être mieux formées, si elles ont besoin d'être accompagnées, etc. Donc du coup, bah, ça va un peu se diffuser et l'association va être dans cette démarche aussi d'accompagnement, de sensibilisation et d'aide pour cette démarche. Et là, on va toucher quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises du secteur. Oui, parce que du coup, ça faisait partie justement, tu fais des très bonnes transitions, Joël. Merci. Troisième point que je voulais qu'on aborde ensemble. Et Donc, nous n'avons pas préparé, hein, on n'a pas du tout répété. Donc, comme quoi, on est bien connectés. oui, c'est vrai. Sur l'association Les Femmes du Tourisme, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je sais pas, quand est-ce que ça a été créé? Est-ce que c'est une association, de ce que j'ai compris finalement, qui s'intéresse et qui s'adresse à des femmes qui sont autant salariées peut-être que entrepreneurs, dirigeantes? Euh, voilà.
Si tu peux nous expliquer un Oui, petit peu c'est tout à plus. fait ça. Alors, bon, moi, je l'ai rejoint il y a 5 ans à peu près, hein, donc je ne suis pas du tout tout au début, puisque je crois que ça commence en 2005. Mais donc, bon, en fait, le but de l'association, c'est de promouvoir, de soutenir euh, la place des femmes dans le tourisme. Parce que, bon, bien sûr, hein, il y a 70% de femmes dans le tourisme, donc c'est quand même un métier qui est très, 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 très féminin. Mais après, quand on va regarder les postes à responsabilité, là, du coup, on va beaucoup redescendre au niveau des statistiques. Donc, en fait, nous regroupons des femmes, celles qui adhèrent. Ce sont plutôt des femmes, oui, qui sont soit à leur compte, hein, tout à fait. Ça peut être des personnes qui sont salariées d'une petite entreprise ou d'un grand groupe, qui ont tout de même un poste assez à responsabilité. Et puis après, ça va être des dirigeantes qui ont leur boîte, même de boîtes importantes. Donc en fait, la façon de travailler, c'est de vraiment mutualiser nos expériences, de créer de la solidarité déjà entre nous et puis aussi de permettre à d'autres de les aider. Parfois, il y a quelqu'un qui va avoir une super carrière, qui va se retrouver sans emploi. Donc, ça va être aussi de l'aider à retrouver un poste. Alors, parfois dans l'association, avec les femmes de l'association, ou alors à l'extérieur. C'est aussi de partager des expériences, d'aussi voir des parcours. Il y a des parcours qui sont hyper enrichissants, donc on fait venir aussi des gens de l'extérieur. Une association qui regroupe que des femmes, mais on est tout à fait ouvert à faire partager des expériences masculines. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous, tout ce qui peut nous apporter des choses est intéressante. C'est vraiment, alors les trois mots, moi je répète un peu toujours la même chose, hein, c'est la solidarité, c'est vraiment promouvoir la place des femmes dans le tourisme, c'est de l'entraide, de l'écoute, et puis aussi, bah, c'est aussi de se regrouper, de se retrouver à des moments. Alors, on a des moments un peu festifs, on a des moments où ça va plus être de la formation, bah, comme moi quand je fais mes conférences, on a une réunion par an, ça c'est vraiment la grande réunion, on a aussi bien hommes que femmes, tout ce qui compte dans le tourisme qui est convié à cette grande réunion. Et souvent, nous faisons intervenir une femme qui a un parcours édifiant, qui n'est pas forcément dans le tourisme, hein. Je me souviens, je crois qu'il y a 2 ans, on avait fait venir la seule femme qui était à la tête de la patrouille de France. Donc, elle nous a expliqué son parcours hein, dans un monde militaire, très masculin, etc. C'était vraiment un moment très, 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 très intéressant, très motivant. Donc, du coup, c'est un petit peu ça notre ADN. On vient de se structurer parce qu'il y a eu un nouveau conseil d'administration dont je fais partie. Donc, on s'est structuré, on a un pôle développement. Donc, on essaie aussi de voir un peu ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire qu'on approche et on est approché par des associations de femmes à l'étranger. Donc là, on va certainement faire un travail là-dessus. On a un pôle communication et également tout ce qui est bah, justement un peu moi ce que je fais avec la RSE, etc. Donc on est assez structuré, on est un peu en ordre de marche là en ce moment. On a plein de projets, donc on les découvre au fur et à mesure. Et on s'y attelle maintenant et déjà depuis 6 mois, on a déjà bien travaillé. Voilà. Trop bien. Ça va être stimulant aussi, bah, finalement, de faire partie d'une association où tu agis de façon collective, pas totalement enfin, pas dans le cadre d'une entreprise, mais pour faire évoluer aussi les mentalités. Donc, c'est top. Comment tout le monde peut adhérer? Ou est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée? Comment ça se Bah, passe? tout le monde peut adhérer, mais il faut déjà être une femme, ça c'est le premier critère. Après, il faut être dans le tourisme. Alors, dans le tourisme, au sens très très large, hein. On peut être bah, justement à la tête d'une école, par exemple. Et on en vient justement, là, on a pas mal de personnes qui sont directrices d'école de tourisme. Donc, ça peut être ça on peut faire du conseil. Après, on peut avoir des postes très, très dans le secteur, directrice marketing, financière, etc. Donc, c'est plutôt ce profil-là. La démarche, elle est simple. Il faut juste bah, poser sa candidature avec bah, son parcours, ses motivations. Et nous, on étudie en conseil d'administration, on étudie chaque candidature.
Donc, en général, ben, ça tient la route, donc on accepte tout à fait les nouvelles venues. Nous sommes très, très contents d'avoir des nouvelles venues parce que ça apporte vraiment un peu de régénérescence et ça nous permet aussi ben, de voir des métiers nouveaux aussi et puis d'échanger, pareil. Après, la personne, elle s'inscrit, c'est à titre personnel, mais c'est au nom de sa boîte, elle représente sa boîte, mais c'est vraiment à titre personnel. Donc, on peut avoir même dans une même entreprise plusieurs personnes de l'entreprise. Donc, directrice marketing, directrice financière, ou responsable, voilà. Donc, c'est un petit peu... mais ça bouge énormément. On a un petit peu desserré les choses, en fait. Hein. Parce qu'au départ, c'était vraiment que des dirigeantes, etc. Donc là, on est un peu plus large. Parce que bah, c'est à tous les niveaux hein, qu'on se reconnaît. Donc, voilà. Donc et là, justement, à l'IFTM, nous avions un stand et on a été vraiment très, très, très sollicités. Moi, j'étais très surprise. Je suis passée quelques heures hein, et franchement, on a été très, très sollicités. Beaucoup d'intérêt, des interrogations sur l'association, qu'est-ce que vous faites? Et aussi bah, beaucoup d'adhésions qui vont arriver là, dans les prochains jours. Trop bien. En tout cas, c'est chouette de faire bouger les choses. Eh ben, merci beaucoup, Joël. On arrive en fin d'interview déjà. Ça a été Oui, déjà, ça passait super. très vite. Ouais, ça passe super vite. Bah, voilà, quand c'est intéressant, ça passe toujours vite. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as voilà, quelque chose à ajouter pour la fin, à nous partager? Ou éventuellement, si tu veux nous indiquer comment on peut te contacter, s'il y a des questions à te poser, par quel moyen on peut le faire? Donc, bah, moi, j'ai un post LinkedIn, puisque je n'ai pas de site internet, donc tout est sur LinkedIn, en fait. C'est un petit peu mon site internet à moi. Non, je n'ai pas de choses à rajouter. Je crois que j'étais assez complète sur l'ensemble de mes activités. Je crois que ce qu'il en ressort, en fait, hein, c'est que je pense que c'est vraiment la transmission. Moi, j'ai fait un parcours, je continue à me former. Hein. D'ailleurs, là, je fais encore une formation de formateur, hein, donc vraiment pour apprendre les choses dans les règles de l'art. Donc, il n'y a pas d'âge pour la formation, qu'on soit en activité ou pas en activité. Donc, ça, c'est un message aussi que je veux passer parce qu'on est le lien en fait, hein, on est le lien entre les gens bah, qui vont démarrer, hein, les étudiants, bah, les femmes du tourisme, les seniors du tourisme. Donc voilà, donc je pense que moi, c'est mon mot, c'est transmission, formation, apprentissage. Donc n'hésitez pas. Si c'est vraiment, j'ai ce mot d'ordre, n'hésitez pas à vous lancer, à vous former et puis démarrer la RSE. Merci beaucoup, Joël. Bah, je te Merci souhaite une bonne... Ludivine. À bientôt. À Au revoir. bientôt.